Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes vraiment ravis de vous retrouver pour cette émission intitulée Santé ophtalmique. Quels enjeux pour le système de soins et l'assurance santé? Myopie, presbytie, astigmatisme, hypermétropie, cataracte, etc., etc. Près de 8 Français sur 10 souffrent de troubles de la vue, consultent régulièrement un ophtalmologue, un orthoptiste et se rendent chez un opticien. Source Les Échos. Pour cette émission Santé ophtalmique, quels enjeux pour le système de soins et l'assurance santé? Nous avons le plaisir de recevoir le professeur Aude Couturier. Bonjour. Bonjour. Merci de votre présence. Vous êtes médecin ophtalmologiste à l'hôpital Fondation Adolphe de Rothschild et également directrice de l'Institut français de la myopie. Je ne me suis pas trompé. Prune Marc, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice générale des Silor France. Merci de votre présence. Véronique Vessier, bonjour. Bonjour. Vous êtes fondatrice et présidente de la société Sidonia, qui édite le site Le Guide de la Vue, guidevue.fr de Nivent. On est ravis de vous accueillir sur notre plateau. Bonjour. Bonjour, vous êtes directeur général adjoint d'AXA Santé et Collective et directeur commercial et partenariat. Merci de votre présence sur ce plateau. Je précise d'ores et déjà que nous allons nous retrouver lors d'un événement, on en reparlera à la fin de l'émission, sur le même sujet. Donc soyez présents. On va faire un premier constat général. Vous allez faire, mesdames, messieurs, un premier constat général des sujets de la vision. Qu'est-ce qu'on peut dire pour compléter les petits éléments de contexte que j'ai évoqués, professeur Aude Couturier? Oui, alors la malvoyance en France reste un problème qui va toucher, on va dire, toutes les tranches d'âge. Elle va augmenter surtout après 50 ans et on a différentes causes de malvoyance en fonction de l'âge. Donc dans le monde, la première cause de malvoyance, ça reste la cataracte et les troubles de réfraction. Donc ce qu'on appelle troubles de réfraction, c'est quand vous avez besoin de porter des lunettes pour voir net. Donc ça peut être la myopie ou l'hypermétropie. En France, on a la chance donc que la majorité d'entre nous puissent porter des lunettes. Donc ça n'est pas une cause à proprement parler de malvoyance. Chez les sujets jeunes, on va dire dans la population active, moins de 65 ans, le diabète est la première cause de malvoyance. Tandis qu'après 65 ans, c'est la DMLA, donc c'est la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Et donc effectivement, comme on a plus de personnes âgées, c'est en augmentation. Et donc la malvoyance est en augmentation malheureusement dans la population âgée actuellement. Et Silor France est leader verrier sur son marché. C'est une entreprise française. Tout à fait. Leader mondial de la fabrication de verres ophtalmiques. Est-ce qu'on peut compléter, Prune Marc, ce constat, ce premier constat général? Alors, il y a un des sujets, effectivement, qui est important parce qu'il évolue beaucoup, c'est ce qui concerne la myopie, et notamment la myopie évolutive chez le jeune enfant. On parlera spécifiquement tout à l'heure de la myopie. Oui. Et donc, il faut pouvoir identifier dans ces troubles visuels ce qui pop-up le plus pour pouvoir les adresser par la recherche pour éviter que dans quelques années, on se retrouve avec aussi des coûts de financement des maladies induites par cette malvoyance. Et en termes de productivité au sein de l'entreprise, et en termes de prise en charge, plus tard, quoi. Donc vous travaillez plus sur les conséquences, c'est ça, du constat? On travaille, nous, chez Silor France, beaucoup plus sur la recherche et la mise en place de solutions pour éviter justement ce type de problématique. D'accord. Véronique Vessier, vous êtes une spécialiste reconnue de l'information sur ces sujets-là, de la vision. Vous avez un site grand public, vous allez nous en parler, guidevue.fr, qui est leader en termes de visibilité sur Google France. Est-ce que vous voulez compléter ces éléments de contexte? Oui, donc effectivement, guidevue.fr, le cœur de notre activité, c'est de rendre accessible à tous les connaissances scientifiques et médicales liées à la vision, bientôt à l'audition, pour délivrer une information de qualité auprès du grand public. Pour compléter ces chiffres, moi je vous propose de regarder sous le prisme de Google, parce que ça permet de traduire l'intérêt du public. Majeure. Absolument. Ouais. Donc désolé, je vais donner quelques chiffres. Donc la première chose, c'est qu'il y a 8 millions de recherches par mois concernant la vision, ce qui est énorme. En France, En France, oui. On peut rapidement isoler 3 lots. 10% des recherches sont sur la recherche de marques de produits, lunettes, verres, lentilles. D'accord. 40% des recherches sont sur la recherche d'un professionnel, essentiellement sur l'ophtalmologiste.
Et 50% sur tout le reste, tout l'éventail de sujets liés à l'information, donc l'anatomie de l'œil, les pathologies, leur traitement. Donc ça fait quand même 4 millions, cette partie information. Absolument, c'est considérable. 4 millions de requêtes par mois. Hein. Voilà. Et donc si on affine, c'est constitué de 4400 mots-clés, donc œil, myopie, DMLA, etc. Mais c'est beaucoup plus complexe que ça, en fait, parce que pour chaque mot-clé, il y a tout un éventail de recherches. Par exemple, sur le mot rétine, ça peut être où se situe la rétine dans l'œil, c'est une question d'anatomie. Quelles sont les maladies de la rétine, c'est une question de pathologie. Et donc, réellement, c'est ainsi qu'on arrive à 210 000 expressions clés, ce qui est un niveau de difficulté exponentiel. Donc, autant vous dire que pour se positionner face à 210 000 expressions clés, il faut être un gros site de contenu. C'est ce qu'est guidevue.fr, puisque c'est un site qui fait 50 000 pages, qui a déjà été consulté par plus de 10 millions d'internautes. Notre lectorat est très jeune. La moitié de notre lectorat. Donc ça donne une indication aussi quand même sur la nature du lectorat. Hein. Oui, moins de 34 ans. En fait, c'était une surprise pour moi et c'est quelque chose qui me va bien. Un principe fondamental chez nous, c'est que toute la rédaction est réalisée avec les institutions savantes en ophtalmologie. Donc on est partenaire depuis 10 ans avec l'Institut de la Vision, avec l'Hôpital National des 15-20, la Fondation Hôpital Rothschild. Et c'est ce qui nous permet de délivrer une information fiable et de qualité, puisque ces institutions partagent leurs connaissances avec nos lecteurs. Donc la vision, c'est un vrai sujet, hein, vous l'avez dit, et on le retrouve effectivement dans les consultations de guidevue.fr. On va peut-être faire un petit focus sur la myopie, si vous en êtes d'accord. Professeur Aude Couturier, on parlera du coût tout à l'heure aussi, hein, bien sûr, restez avec nous, on parlera du coût et du financement et de la prévention, mais particulièrement sur la myopie, qu'est-ce qu'on peut dire ? Elle est en augmentation, professeur Aude Couturier ? Oui, elle est en très forte augmentation. Alors c'est déjà le cas en Asie depuis plusieurs décennies. Et aujourd'hui en Asie, dans certaines régions, 90% des enfants sont myopes, donc ce qui est énorme. En France, donc on n'est pas encore à ces chiffres-là, et en Europe non plus, mais on est quand même à peu près un tiers de la population française myope, avec des projections à 50% de myopes d'ici 2050. Donc ça augmente rapidement en Europe aussi. Pourquoi ? Principalement, il y a évidemment des facteurs génétiques. Hein, on a plus de risques d'être myope quand nos parents sont myopes. Mais on va dire qu'il y a aussi des facteurs environnementaux. Et donc la principale raison, c'est qu'on passe beaucoup plus de temps à l'intérieur. Donc c'est à la fois tout ce qui est vision de près. Alors on va dire les écrans, mais pas seulement. Hein. Si on passe la journée sur un livre à l'intérieur, on va dire que ça aura le même effet sur l'œil. Et donc, c'est le manque de lumière extérieure et le travail en vision de près qui sont les facteurs de risque et donc qui expliquent cette augmentation. On a changé notre mode de vie, donc notre œil s'adapte et donc il s'allonge. Et la myopie, c'est ça, c'est un œil qui est trop long et donc on voit flou quand on regarde de loin. Alors on parlera après de prévention parce qu'il y a quand même des moyens de prévenir chez les enfants l'apparition et l'aggravation de la myopie. Mais déjà, la première chose à savoir, c'est que c'est important de la prévenir parce que la myopie va ensuite, à l'âge adulte, entraîner des complications et peut être une cause, effectivement, de malvoyance et de cécité plus tard. On verra ce sujet de la prévoyance tous ensemble, et de la prévention, pardon, plus particulièrement. Prune-Mar, et si alors vous devez travailler sur ce sujet de la myopie ? Oui, alors c'est un sujet... c'est votre sujet même. Hein. Exactement, c'est un sujet qui nous concerne tout particulièrement parce que la myopie évolutive, la myopie forte est même considérée comme une maladie par l'OMS depuis maintenant plusieurs années. Alors Essilor, ça fait plus de 30 ans qu'on est engagé dans la gestion du contrôle de la myopie. Parce que ce qui est important dans la myopie, c'est pas un simple défaut visuel, c'est éviter qu'elle ne s'aggrave. Donc éviter cet allongement de l'œil. Et un simple verre correcteur ne suffit pas. C'est pour ça que nous avons développé notamment un verre de freination de myopie qui va venir éviter que l'œil continue à s'allonger considérablement et que l'enfant aille vers une myopie forte. Donc ça, on en a lancé il y a quelques années qui s'appelle Essilor Stellest et qui a fait ses preuves avec, donc il y a une efficacité prouvée. Et aujourd'hui, un enfant qui porte un verre Essilor Stellest, en moyenne, il gagne 3 ans. Sur 5 ans, il gagne environ 3 ans d'évolution de la myopie et d'allongement axial de cet œil-là.
Donc, on peut se dire c'est pas mal, parce qu'effectivement, on arrive à avoir des solutions technologiques innovantes qui permettent de freiner la myopie. Moi, personnellement, et c'est pour ça que la myopie, c'est vraiment un combat même personnel pour moi, je me dis que ça suffit pas, parce que quand on regarde le nombre d'enfants myopes corrigés, donc qui portent des lunettes, il n'y en a que 10% d'entre eux, aujourd'hui, qui sont équipés d'une solution de freination de myopie. Et quand on sait qu'il y a 20% de ces enfants-là qui sont des progresseurs rapides, et avec toutes les conséquences que ça peut avoir au-delà de 50, quand ils auront 50 ans et plus, comme le disait le professeur Haute-Couturier, je trouve que 10%, ça suffit pas. Il faut qu'on puisse faire de la prévention. Les parents ne sont pas suffisamment informés. Donc il y a un vrai rôle, et on va en parler tout à l'heure, que tous ensemble, on se mobilise pour informer les parents, pour qu'ils fassent suivre leurs enfants et qu'on identifie les premiers signes de la myopie. Et puis, ce qui est fondamental, c'est qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on n'est qu'au début, en fait, de la recherche sur la myopie. Donc, c'est de pouvoir investir, parce que c'est véritablement un enjeu. C'est ce que vous faites d'ailleurs, Essie-Laure. Exactement. Alors, on ne le fait pas tout seul. On le fait, justement, là, on vient de signer un vaste programme de recherche qui s'appelle Premium. Et d'ailleurs, le professeur... Avec YOM à la fin, je crois, c'est ça ? Exactement, comme myopie. Voilà. Et donc, le professeur Haute-Couturier et l'Institut français de la myopie est également associé. Donc, c'est un consortium qui est coordonné par EssilorLuxottica, mais dans lequel il y a 6 partenaires majeurs qui sont sur la vision, qui sont sur le numérique. Et là, on va parler solutions du futur avec ce consortium, c'est ça ? Exactement. L'objectif, c'est de dire, aujourd'hui, en fait, on en connaît assez peu. Comme le disait le professeur Haute-Couturier, aujourd'hui, s'était plus focalisé sur l'Asie. Aujourd'hui, on a besoin de mieux comprendre les processus sur les populations caucasiennes et surtout d'individualiser les traitements. Parce que comment expliquer qu'un enfant qui porte un verre de freination de myopie, pour certains, la myopie s'arrête complètement et pour d'autres, ça continue légèrement. Il faut mieux qu'on arrive à comprendre pour proposer ces traitements individualisés et les solutions du futur. Et c'est tout l'objet de ce grand programme dans lequel il y a d'ailleurs un cofinancement public, preuve que c'est reconnu comme tel. C'est un enjeu de santé publique, on le voit, c'est un enjeu aussi pour l'assurance santé, on le verra avec Denis Funt tout à l'heure. Avant de voir cet aspect-là, il y a la vision, vous venez d'en parler, mais pas que. Au-delà du sujet de la myopie, par exemple, est-ce qu'on peut dire, professeur Haute-Couturier, qu'il y a un lien entre l'ophtalmologie et les maladies en général? Est-ce qu'un examen du fond de l'œil, de la rétine, vous allez me dire exactement et avec précision, peut permettre de visualiser certains éléments de la santé de la personne? Oui. Depuis longtemps, on sait que l'œil on dit que c'est la fenêtre en fait sur le cerveau, parce que vous savez que via le nerf optique, donc l'œil est relié directement au cerveau, et une partie de la rétine, donc qui est au fond de l'œil, est constituée de neurones et donc et également de petits vaisseaux. Donc en fait, l'œil va refléter notre état à la fois vasculaire général. Et également peut aussi refléter notre santé, on va dire, neuronale. Donc depuis longtemps, on connaît des signes d'imagerie qui nous indiquent que certains patients sont à risque, notamment d'avoir un accident cardiovasculaire quand il y a des amincissements de certaines couches. Et ça se développe, on va dire, de plus en plus ces dernières années grâce à l'intelligence artificielle. Parce que moi, quand je regarde un fond d'œil, je peux savoir si vous avez du diabète, par exemple, mais je peux pas savoir avec mes propres yeux si vous fumez, si vous êtes un homme ou une femme. L'intelligence artificielle le peut. Donc il y a beaucoup de progrès qui démarrent et qui vont se poursuivre dans les prochaines années avec l'intelligence artificielle pour pouvoir avoir un risque cardiovasculaire précis, par exemple, et également des indicateurs de maladies neurodégénératives comme la maladie d'Alzheimer, par exemple. Donc c'est un champ en pleine expansion pour la recherche. Véronique, vous voulez compléter sur ce sujet ? Oui. C'est une vraie particularité de l'ophtalmologie, ce lien qu'il y a entre l'ophtalmologie et les pathologies générales. Moi, il y a un sujet qui me touche particulièrement, c'est le sujet du diabète, parce que ça touche tous les âges, de l'enfance aux seniors.
il y a plus de 4 millions de personnes diagnostiquées diabétiques en France. Et quand on regarde les chiffres de l'assurance maladie, ce qui est spectaculaire, c'est que c'est un chiffre qui est en forte croissance. Il y a à peu près un demi-million de personnes supplémentaires diagnostiquées par cycle de 6 ans. C'est spectaculaire. Et donc, en fait, l'ophtalmologie est quand même directement concernée par le diabète parce que la rétinopathie diabétique, c'est la première cause de cécité dans les pays industrialisés pour les moins de 65 ans. C'est les jeunes 65 ans. Et d'après les statistiques, il y aurait une personne diabétique sur 2 qui ne sait pas que le diabète peut conduire à la cécité. Et donc, par rapport à ça... Et est-ce qu'il n'y a pas des diabétiques qui s'ignorent aussi d'une certaine façon ? Absolument. Les statistiques révèlent entre 500 et 700 000 personnes qui ignorent qui ne savent pas être du tout, diabétiques. d'accord, alors qu'ils le sont réellement. Oui. Et donc pour l'ophtalmologie, ce qui est important au-delà du diagnostic, c'est le sérieux du suivi très rigoureux. Ça peut être décourageant parfois pour le public de trouver un ophtalmologiste ou de prendre rendez-vous chez un ophtalmologiste lié à la faiblesse démographique des ophtalmologistes en France. Et c'est une profession qui a su intelligemment trouver des solutions avec des protocoles de coopération avec les orthoptistes par exemple. Et c'est vraiment un point très important parce que les orthoptistes ils peuvent réaliser ce qu'on appelle une rétinophotographie. Aussi bien un cabinet d'ophtalmologie qu'un libéral au niveau des orthoptistes. Et avec là, ils peuvent... Voilà. Et in fine, c'est un ophtalmologiste qui analyse. Voilà. Mais c'est un accès au suivi de la pathologie et générale et ophtalmologiste qui est fondamental, surtout dans le contexte de déserts médicaux. Je compléterai juste en disant que c'est un examen qui est une simple photo du fond d'œil, donc qui est complètement non invasive, qui peut se faire sans que la pupille soit dilatée et en quelques minutes. Et l'atteinte de l'œil liée au diabète est asymptomatique pendant très longtemps. Donc c'est-à-dire il n'y a pas de symptômes, le patient ne ressent pas de gêne visuelle du tout, ni de baisse de vision. Donc c'est très important de faire ce dépistage pour éviter d'arriver à des stades trop avancés où on ne pourra pas, malgré les traitements, redonner de la vision une fois qu'elle est perdue. On va parler financement, on va parler coûts aussi, parce qu'il faut aussi, on a parlé des conséquences sur nous, mais on va parler des conséquences, des frais liés à la vision, du financement, et là je vais me retourner vers Denis, plus particulièrement. Qu'est-ce qu'on peut dire du financement des coûts liés à la vision ? Vous travaillez chez AXA. Est-ce que vous avez quelques chiffres ou quelques éléments de contexte à nous donner sur ces coûts, Denis ? Oui, bien sûr. Alors peut-être avant de rentrer dans les chiffres, juste rappeler que la vision est vraiment un sujet important chez AXA puisqu'on intervient sur tout le parcours visuel de nos assurés, de la prévention au remboursement des soins, en passant par toute une palette de services sur laquelle on reviendra peut-être plus tard. Alors, si on rentre vraiment dans le concret, dans le dur, dans les chiffres, le montant total des prestations prises en charge par les organismes complémentaires santé, c'est-à-dire le remboursement que les assureurs font en complément de la sécurité sociale. Qui est relativement faible. Non ? Oui, en pourcentage, ce que prend la sécurité sociale en charge est relativement faible. Le total de ces coûts, c'est plus de 30 milliards par an. C'était 32 milliards en 2022. D'accord. Sur ces 32 milliards... Uniquement les assurances complémentaires, Oui. On est bien d'accord. Oui. Plus de 15% concernent l'optique. 4,8 milliards sur les montures et les verres. 500 millions sur les lentilles et les actes de chirurgie. Donc vous voyez, plus de 5 milliards sur les frais d'optique pris en charge par les complémentaires santé. Donc c'est vraiment conséquent. C'est encore plus conséquent d'ailleurs quand on regarde les contrats collectifs, les contrats que les entreprises souscrivent pour le bénéfice de leurs salariés. Là, on est sur plus de 20%. Donc c'est vraiment important. C'est un sujet, la santé visuelle, que l'on prend très au sérieux puisque ça pèse vraiment très lourd dans nos contrats santé. C'est d'ailleurs un sujet qui est toujours vraiment prioritaire chez les clients. Moi, je suis toujours surpris d'ailleurs quand on discute avec les clients. Une de leurs premières préoccupations, c'est le niveau de prise en charge de l'optique.
bien avant des risques beaucoup plus lourds pour les assurés comme l'hospitalisation. Donc il y a vraiment un vrai sujet. Et puis dernier point que je pourrais dire sur les chiffres, c'est ce que le professeur Aude-Couturier mentionné tout à l'heure sur la myopie. On constate depuis 3-4 ans maintenant une très forte augmentation de la fréquence des cas de myopie. Et sur certaines tranches d'âge, on est à des augmentations de fréquence de plus de 2 chiffres. Donc, d'une année sur l'autre. D'une année sur l'autre. Donc il y a vraiment un vrai sujet de financement de la santé visuelle dans les régimes de santé. Voilà. Merci, donc 5 milliards par an pour l'assurance complémentaire santé. Alors ça m'amène tout de suite, c'est vrai, d'accord, à parler prévention, anticipation du risque. On le sait que c'est quand même un des cœurs de... Enfin, je sais pas, les assureurs sont très attentifs, bien sûr, les professions de santé. Comment ça se passe ? Comment on peut anticiper, professeur Aude-Couturier, pour que les Français soient un peu plus dans la prévention? Est-ce que cette prévention, elle progresse ? Donnez-nous un peu le contexte de ce que vous voyez, de ce que vous constatez. Alors, il y a, voilà, en ophtalmologie, de manière générale, il y a des petites choses qu'on peut faire pour avoir une meilleure santé visuelle. Mais si on veut parler un peu plus précisément de la myopie, on l'a dit, qui est en forte augmentation. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a nos modes de vie qui ont changé, qui expliquent cette augmentation de la myopie. Et donc, il y a des gestes assez simples qui doivent être recommandés, notamment chez les enfants, parce que c'est à cette période-là qu'il y a une croissance de l'œil et qu'il y a un risque d'apparition de progression. C'est à ce moment-là qu'il faut agir, quoi. Exactement, c'est à ce moment-là qu'il faut agir le plus. Donc peut-être aussi chez l'adulte jeune, mais on n'a pas de données vraiment scientifiques, mais en tout cas chez l'enfant c'est vraiment démontré. Donc ce qui est recommandé, c'est au moins 2 heures par jour à l'extérieur et de limiter évidemment le temps en vision de près, donc le temps d'écran, le temps de lecture, donc avant 5 ans évidemment pas d'écran, et puis plus tard limiter à, si possible, 1 heure maximum, avec une distance aussi entre l'écran et l'enfant qui doit être au moins de 30 à 40 cm. Donc en pratique, c'est la distance entre le coude et le poignet, donc que l'enfant ne soit pas comme ça, mais plus éloigné. Et on peut dire même de manière générale, ça peut s'appliquer aussi à nous-mêmes, de faire des pauses quand on est devant un écran, toutes les 20 minutes. Donc c'est la règle des 20-20-20. Donc toutes les 20 minutes, regardez au moins 20 secondes à 20 pieds, donc c'est pas une règle française, mais ça fait à 6 mètres, donc c'est en gros au loin. Voilà, donc si on applique déjà ces mesures de limitation du temps d'écran, de temps passé en extérieur, ça a des bénéfices qui ont été démontrés en Asie pour limiter la myopie. Et puis après, il y a des solutions de freination qui existe. Donc c'est aussi l'ambition de l'Institut français de myopie, qui a ouvert l'année dernière un projet sous l'impulsion du professeur Tadayoni, que j'ai la chance de diriger maintenant. Et donc dans le cadre de cet institut, on reçoit les patients pour des soins, mais aussi donc pour proposer aussi les solutions de freination existantes aux enfants qui sont myopes, mais pas seulement. Parfois, il y a dès les stades de prémyopie, il faut commencer à surveiller et à agir. Donc avec différentes méthodes qui existent, ça peut être des verres, ça peut être des gouttes, et on est également très dynamique en termes de recherche pour essayer de trouver des solutions de prévention à la fois de la myopie et de ses complications. En préparant cette émission, vous me disiez il n'y a pas vraiment beaucoup de progrès aujourd'hui sur la prévention. Sur la prévention, il y a des progrès. Il y a des progrès quand même. C'est plus après sur les traitements, on va dire, des complications. Une fois que la malvoyance arrive, qu'on a encore certaines causes de malvoyance, comme l'atrophie de la rétine, par exemple, pour lesquelles, malheureusement, on n'a pas de traitement. Et c'est aussi l'ambition de l'Institut français de myopie de faire de la recherche dans ce domaine-là. En tout cas, merci pour ces petits conseils simples à appliquer tous chez nous. Brune voulait rebondir sur ce sujet de la prévention. Aujourd'hui, on sait qu'il y a des gestes simples à mettre en œuvre, on sait qu'il existe des solutions pour freiner la myopie, mais on le sait ici. Il faut pouvoir le diffuser largement. Donc ça veut dire qu'il faut... Parce que... tout un chacun dans la filière doit pouvoir investir aussi pour pouvoir soutenir cette prévention. Par exemple, chez Essilor, nous, on est partenaire, comme d'autres personnes, de la campagne nationale contre la myopie j'agis, qui permet justement de dépister la myopie chez l'enfant et donc de sensibiliser aussi les parents. Parce qu'aujourd'hui, il y a quand même plus de 1 parent sur 2
d'enfants myopes qui ne sait pas quelles sont justement les problématiques liées à l'évolution de la myopie. Donc il faut pouvoir absolument les toucher, d'autant plus, et c'est pour ça que les rôles des assureurs est aussi important, qu'il n'y a pas de programme national, comme par exemple le programme MT-Dents, donc il faut que tout le monde puisse s'en emparer, parce que on sait ce qu'il faut faire, mais il faut le communiquer largement à tous les parents. Merci pour la transition. En termes de communication, Guide Vue, vous en parlez beaucoup de prévention sur cette dimension de la vision. C'est le cœur de notre activité. C'est le cœur de votre activité. Et donc, je voudrais rebondir sur l'usage de l'IA, justement, qu'évoquait le professeur tout à l'heure. Donc, nous, aujourd'hui, on utilise 3 canaux de communication grand public. Internet, évidemment. Donc, il faut communiquer. Hein, ça, on est d'accord là-dessus. On est d'accord là-dessus. Donc, au niveau d'Internet, guidevue.fr se positionne quand même 3e au niveau de Google France, devant Santé, Le Figaro, sur les sujets de la vision. C'est une super performance, hein. Oui. C'est 12 ans de travail aussi, hein. Oui. Au niveau des réseaux sociaux grand public, c'est vraiment un support qu'on utilise. On touche 1,5 million de personnes par mois. Il faut savoir que GuideVue existe en version papier. On envoie trimestriellement un magazine gratuit chez 100% des ophtalmologistes, qui nous coûte très cher en termes de routage. Mais il faut savoir qu'il y a entre 45 et 50 millions de consultations ophtalmo en France. Donc vous imaginez le trafic qu'il y a dans ce lieu stratégique. Au niveau d'Internet, en fait, tout le monde connaît les risques d'Internet qui sont essentiellement sur l'information qui est potentiellement erronée. Les fake news, etc. Et aujourd'hui, avec les chats, etc., c'est pas mieux. Et donc, c'est la force de GuideVue, en fait. C'est la capacité à délivrer de l'information de qualité, sécurisée, contrôlée. Mais on doit aller plus loin. Pourquoi ? Parce que l'information tient en 2 principes clés. C'est la qualité du contenu. Bon, pour ça, je pense que c'est de l'acquis chez nous. Mais le moyen de délivrer cette information. Pour vous donner une illustration, on a rédigé 200 articles avec l'Institut de la Vision. L'Institut de la Vision, pour ceux qui ne connaissent pas ou peu, c'est le centre de recherche d'excellence de renommée internationale qui est basé à Paris, qui compte 380 chercheurs. Comment voulez-vous qu'un internaute trouve facilement des rédactions clés sur la recherche avec l'Institut de la Vision sur un site de 50 000 pages. Donc évidemment, on a un moteur de recherche performant qui permet de hiérarchiser, de structurer les résultats de recherche, mais la réflexion, c'est de s'équiper d'une IA générative propre à GuideVue, basée sur notre contenu, pour délivrer une information plus exhaustive dans un langage naturel, conversationnel, et être beaucoup plus performant. En fait, dans ce projet, et je finis là-dessus, on a fait le plus difficile. Le plus difficile, c'est d'avoir un contenu de qualité. Et vous l'avez. Merci Denis Fent. La prévention, on sait l'importance qu'a la prévention pour nous tous, mais aussi pour les assureurs. Vous avez cité quelques chiffres d'ailleurs tout à l'heure qui méritent qu'on s'y attarde dessus. Selon certaines sources autorisées, il semblerait que 80% de l'ensemble des déficiences visuelles seraient évitables ou curables. Les assureurs sont actifs en termes de prévention. Et sur ces problèmes spécifiques de vision, est-ce qu'ils sont présents ? Oui, alors vous avez raison, hein, les assureurs sont très actifs dans le domaine de la prévention, parce que on est tous convaincus qu'il vaut mieux prévenir que guérir, hein, c'est ce qu'on dit toujours. AXA est très actif, on travaille dans beaucoup de domaines dans la prévention. Récemment, on a beaucoup travaillé sur le sujet de la santé mentale, parce que c'est la première cause d'absentéisme en entreprise, hein, depuis 2 ans. Donc voilà. Et plus spécifiquement sur les sujets de santé visuelle, alors on propose plusieurs choses. On propose par exemple à travers notre plateforme Itelis des interventions en entreprise où on va sur le lieu de travail des assurés avec des actions de sensibilisation sur le sujet de la santé visuelle sur le lieu de travail. Et puis on fait aussi des séances, là aussi, en entreprise, des séances de dépistage. D'accord. Et donc récemment, par exemple, dans une entreprise du secteur tertiaire, ce dépistage a permis de constater que 1 salarié sur 2 avait un trouble visuel non ou que partiellement corrigé. Donc vous voyez un peu l'importance de ça. Et puis ce qu'on fait aussi, c'est aussi de la prévention, c'est qu'on a une aide qu'on propose à nos assurés, une aide pour les orienter
près de chez eux, vers le bon professionnel par rapport à leur sujet de santé visuelle, puisqu'en fait, il y a parfois une confusion entre est-ce que j'ai besoin d'aller chez un ophtalmologue, chez un orthoptiste ou chez un opticien. Donc il faut l'orientation, en fait. Orientation et facilitation d'accès. Vous évoquiez un chiffre tout à l'heure, pour ceux qui ne nous écoutaient pas, 5 milliards d'euros par an de coûts des frais d'optique pour l'assurance santé, plus de 5 milliards pour l'assurance santé complémentaire. Au regard de ça, Denis Fendt, quelles sont vos convictions sur le rôle en fait que doivent avoir au sens large l'assurance santé complémentaire et peut-être plus particulièrement, si vous le souhaitez, AXA? Le rôle, je dirais qu'il y en a plusieurs. Le premier rôle, c'est de faciliter l'accès aux soins. Ça, c'est une évidence. Le deuxième, c'est de diminuer le reste à charge pour les assurés. Donc, de mettre en place des garanties qui permettent aux personnes de se soigner sans avoir un reste à charge trop important. Et puis, c'est de faire de la prévention, on l'a dit, je ne vais pas y revenir, et puis d'innover. Chez AXA, l'innovation est vraiment dans notre ADN. On a été les premiers, il y a longtemps, à lancer la téléconsultation. Aujourd'hui, tout le monde propose la téléconsultation et depuis le Covid, c'est un service qui est très très utilisé. Et dans le domaine de la santé visuelle, on innove également. Depuis quelque temps, on a décidé sur le sujet de la myopie évolutive de rembourser dans nos contrats les verres freinateurs. Donc ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est d'agir sur la préservation de la santé visuelle. Et ça, on le fait en offrant avec nos opticiens partenaires le double traitement des verres, donc le traitement anti-UV qui permet de faire de la prévention contre la cataracte et la DLMA, et puis le traitement anti-lumière bleue pour la fatigue visuelle et les maux de tête. Donc oui, on est très actif sur ce sujet d'innovation dans tous les domaines, mais particulièrement celui qui nous concerne aujourd'hui. Prud'Homar, un petit rebond rapide parce qu'on est très en retard. Oui, 5 milliards, effectivement, c'est énorme. Et 5 milliards, on sait que ça ne va pas pouvoir s'agrandir de manière démesurée alors que les troubles visuels ne cessent d'augmenter. Donc, il faut effectivement qu'on arrive à faire une différence parce que, par exemple, tous les verres ne se valent pas. Donc, il y en a qui ont une efficacité prouvée. On en parlait sur la myopie avec Essilor-Stellest, exactement. D'autres pas. Il y en a qui sont innovants, qui portent et qui sont conçus avec de l'intelligence artificielle, ce que l'on fait, par exemple, chez Essilor. Il y en a qui sont produits en France. Nous, on tient, parce qu'on a un acteur français, à produire les verres avec beaucoup de références Origine France Garantie. Et d'ailleurs, Stellest sera également Origine France Garantie à partir de 2025. Donc, il faut pouvoir tenir compte de tous ces paramètres pour savoir où est-ce qu'on investit le mieux son argent au service du bien-être, effectivement, des Français. On a beaucoup parlé, vous avez beaucoup parlé de prévention, d'information, de communication. Vous avez donné quelques chiffres qui sont éléments excessivement importants. Alors, je rappelle que GuideVue est une source de contenu reconnu, avec le sourcing que vous avez évoqué, Véronique, sur la vision. Pensez-vous, Véronique, que les assureurs, je crois que Denis l'a un tout petit peu dit déjà, mais pensez-vous que les assureurs ont un rôle à jouer en termes de communication auprès et d'information vérifiées, sourcées, approuvées, comme vous l'avez dit, auprès de leurs assurés? Oui, j'en suis convaincue. Ils le font déjà. Ils doivent l'amplifier ou pas? Absolument. C'est une opportunité. Ils ont toute légitimité à le faire. Le public est tout à la fois citoyen, client, patient, lecteur et assuré. Donc il y a une proximité évidente. Ce qui est important, c'est de délivrer de l'information santé de qualité. En fait, il y a un point, je pense qu'il faut intégrer, c'est le fait qu'une personne qui reçoit l'annonce d'une pathologie, dans un premier temps, elle cherche des informations de base qu'elle trouve très facilement. Mais très rapidement, en fait, il y a quand même une angoisse autour de toute pathologie. Donc très rapidement, ils ont besoin d'informations plus poussées, avancées, sécurisées. Et donc c'est ce qui fait notre valeur ajoutée, clairement, et c'est ce qui fait la reconnaissance qu'on a des professionnels de la vision et du public.
Alors on arrive au terme de cette émission. La vision est un vrai sujet, la santé ophtalmique au sens large pour le système de soins et pour l'assurance santé. D'ailleurs, on vous annonce en exclusivité l'événement qui aura lieu le 3 avril 2025 en fin d'après-midi à Paris, intitulé Ophtalmologie et innovation, enjeux de santé publique, économique et assurantielle. Donc venez nombreux. Vous avez eu un certain nombre d'éléments aujourd'hui. Merci de votre participation. Et puis on se retrouve, je pense que vous y serez également à ce fameux événement. On se retrouve tous ensemble le 3 avril 2025. Merci de votre présence. Merci. À très bientôt.